Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Également sur Espace TV, vous nous regardez là depuis 9h. Merci de nous rejoindre sur Espace. Si c'est maintenant que vous le faites, vous nous écoutez à la radio ici en Guinée. Vous nous regardez également sur Espace TV à Abidjan, entre autres à la primature. Bonjour Ahmed Bakayoko qui nous regarde ce matin. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Aïcha Kone, très nombreux ce matin évidemment à réagir sur nos sujets. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, dans un instant d'ailleurs, nous allons faire lecture de quelques messages, si vous le voulez bien. Le temps pour notre réalisateur de joindre évidemment notre invité exceptionnel, notre invité de parcours ce matin, c'est bien sûr Guillaume Soro qui est notre invité ce matin chez les GG. Allez, nous partons avec quelques réactions des auditeurs, si vous le voulez bien. Cabinet Condé avec DTS qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, honnêtement, chaque semaine nous réconforte dans notre manière d'entamer en tout cas la semaine. Félicitations pour cette exclusivité. Guillaume Soro, vous, Lamine Girassi, merci beaucoup. On a Salihou Dibia aussi qui nous écrit: vu la brillante explication de M. Soro et de tout à l'heure, je pense que M. Ouattara abuse illégalement du pouvoir en excluant donc les opposants, évidemment. Donc on va y rester avec cet autre aussi. Lui, c'est Baldé Fatako qui nous écrit: bonjour les grandes gueules et vos auditeurs. Vous êtes vraiment inégalables. Si chaque pays de la sous-région avait un Guillaume Soro, on aurait arrêté de traiter des Africains, des étrangers dans leur pays. Ça, c'est ça une certaine idée de Soro, voilà. Nous avons cet autre aussi qui nous écrit hashtag Espace GG: la fragilité de l'éducation guinéenne ne fait qu'accroître. Voilà, lui le dit ce matin, il faudra un changement total à tous les niveaux, voilà. Merci beaucoup. Sinon, Soireba Diaby aussi qui nous écrit, qui dit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, qu'on arrête de faire un mauvais procès aux responsables éducatifs de Koubia. Les responsabilités sont partagées. Merci beaucoup. Sinon, ce autre aussi qui nous écrit, lui c'est la feuille de tarot. Bonjour à tous, monsieur Guillaume Soro a une stature d'homme d'État et sa démarche à l'opposition déstabilise foncièrement le régime en place. Il est la figure de la nouvelle génération et le nouvel offre politique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On a Irmana Diallo aussi qui nous écrit. Merci. Lui, il s'intéresse évidemment au sujet lié un petit peu au bac. Roby, Guillaume Soro qui revient à l'antenne, mon cher ami. Absolument, monsieur le président. Il est intéressant ce que vous nous racontiez. Alors, au regard de toute la narration que vous avez fait de la situation et bien évidemment, ajoutant le cas Gbagbo et d'autres acteurs politiques, est-ce que ce n'est pas finalement ces événements qui ont donné de l'insomnie au président Alassane Ouattara pour qu'il puisse, parce qu'à plusieurs fois il avait déjà déclaré ne pas vouloir être candidat et par la suite il déclare vouloir être candidat. Est-ce que ce ne sont pas les menaces Soro, Gbagbo et les autres qui l'ont poussé à changer d'avis? Non, je ne pense pas sincèrement, parce que la démocratie est l'antidote à la revanche et au règlement de compte en politique. Donc, pour moi, si la démocratie existe en Côte d'Ivoire, M. Ouattara n'a rien à craindre de Gbagbo, de Guillaume Soro et de Blé Goudé. Mais ce que je sais... Oui, mais finalement, c'est parce que cette démocratie n'existe pas réellement et qu'il craignerait certainement par la suite, s'il donnait le pouvoir maintenant, d'avoir un retour du bâton contre lui. M. Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. En réalité, il a voulu faire une entourloupe. Il a voulu mettre Amadou Gon par procuration, gérer le pays et procéder à toutes les nominations. Ouais. De toute façon, la gestion de M. Ouattara en elle-même est un échec. D'autant plus qu'il aurait dû faire la réconciliation. Et pourtant, il s'est doux-fouettiste. Or, l'un des enseignements d'Houphouët-Boigny, c'est le dialogue. C'est l'amour du prochain. Or, M. Ouattara n'a jamais, depuis qu'il est au pouvoir, n'a jamais voulu engager un dialogue.
même au temps fort de la guerre entre Gbagbo et moi, Gbagbo a eu la sagesse, et je dois l'avouer, donc, d'initier ce qu'on a appelé le dialogue direct. M. Ouattara ne veut pas dialoguer. Il ne veut ni dialoguer avec Gbagbo, ni dialoguer avec Blé-Goudé, ni dialoguer avec Bédié, ni dialoguer avec Guillaume Soro. Mais où on va comme ça? Et on se dit où faut-il? Ensuite, prenons même au plan de la réconciliation. Il a plus divisé la Côte d'Ivoire. Il a plus brisé les liens entre les Ivoiriens. La preuve, M. Ouattara, il est en palabre avec Kanaki, il est en palabre avec Mabri, il est en palabre avec Charles Kounambani, il est en palabre avec Francis Vanga-Vaudier qui a dû démissionner du Conseil constitutionnel. Il est en palabre avec toute la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez quand même accepter et convenir avec moi que une seule personne qui est en palabre avec tout le monde ne peut pas avoir raison. Il y a quand même la raison sociale qui est là. Bien. Alors, je veux, moi, m'attaquer non pas à la personne de Ouattara, mais à sa gestion. On nous a présenté un Ouattara venant du FMI, brillant économiste. Lui-même nous avait dit, lors de sa campagne, donnez-moi 5 ans pour que je transforme la Côte d'Ivoire. Et dans tous ses discours, il prétend, affirme, insiste que il a réussi donc à relever l'économie de la Côte d'Ivoire. Le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est à 9%. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la façade. Parce qu'en réalité, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire est à 9%, et pourtant les Ivoiriens sont à 48% pauvres. Ce ne sont pas des chiffres que j'invente. Vous allez sur Internet, tapez sur Google, ce sont des chiffres de la Banque mondiale. Et quand on dit que le taux de croissance du PIB est de 9%, le PIB c'est quoi? C'est le produit intérieur brut. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que c'est l'ensemble des richesses produites par donc tous les opérateurs économiques dans un pays, qu'ils soient nationaux ou donc non nationaux. Oui, mais là, monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, excusez-moi, vous êtes en train de nous donner un cours d'économie, mais là, on ne peut pas vous absoudre de certaines choses. Le produit intérieur brut, ça veut dire que le gouvernement auquel vous avez appartenu, jusqu'ici, n'a pas donné les moyens aux Guinéens, j'allais dire, aux Ivoiriens, pardonnez-moi, donc aux Ivoiriens, de produire de la richesse. Vous êtes aussi comptable, cela. C'est facile. Attendez, excusez-moi, je finis juste. C'est facile aujourd'hui de venir nous dire, monsieur Ouattara prétend avoir un taux de croissance à 9%, mais de vous absoudre aussi du taux de pauvreté, effectivement, qui est de 48%, dont vous êtes comptable. Voilà, non, je vais être très précis. S'il vous plaît, oui. Avec M. Ouattara, j'ai été nommé Premier ministre en décembre 2010 et je suis parti du gouvernement en mars 2012. J'ai fait environ, si vous prenez la partie active, j'ai fait environ 10 mois de primature. Donc, et vous avez été président de l'Assemblée nationale aussi. Voilà, 10 mois. Donc, on ne peut pas non plus me charger de tous les forfaits, de tous les faits et forfaits de l'exécutif. Après, je suis parti à l'Assemblée nationale, c'est tout autre chose. Mais je reviens pour dire que, alors, M. Ouattara, donc, il a tenu un discours, il s'est vanté de faire 9% de taux de croissance. Je voulais simplement vous indiquer que le Niger, tout près de nous, a fait 12% de taux de croissance dans la même période. Et que le Ghana, tout près de nous, a fait 14% de taux de croissance. Et ceux-là n'ont pas pris une fanfare pour le chanter. Ben, quand vous en... 14% au Ghana. Maintenant, ce que je voulais préciser sur le produit intérieur brut, le PIB, il aurait été intéressant pour le gouvernement ivoirien de nous dire quel est le taux de croissance du PNB, le produit national brut. Oui. Parce que le produit national brut se définit comme suit. C'est l'ensemble des richesses produites par les nationaux à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. C'est là qu'on aurait vu si les Ivoiriens eux-mêmes
s'était enrichi, avait créé de la richesse. Oui, mais monsieur le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas sans savoir, sans savoir que le fameux PNB se mesure aussi à la croissance immobilière. Or, il me semble que la Côte d'Ivoire a fait preuve d'un boom immobilier sans précédent ces 4, 5, 6 dernières années. Les grandes gueules. Non. Allô? Oui. La croissance immobilière fait partie du calcul. Non, dans le PNB, ce qui aurait dû être calculé, c'est la croissance immobilière par les nationaux. Oui, donc je vous parle de la capacité de l'État à investir. Si ce sont des étrangers qui le font, la richesse part à l'étranger. Non, excuse-moi, non, monsieur le Premier ministre, soyons précis, monsieur le Premier ministre, je vous parle là, non seulement de la capacité de l'État ivoirien à investir, ou plutôt à réinjecter dans sa propre économie, et du coup, effectivement, à permettre aux nationaux de consommer. On est d'accord là-dessus? Oui, non, mais ça, c'est le budget d'investissement. Oui, mais qui fait. Oui, mais non, mais qui fait. Ça n'a rien à voir avec le PNB. Le budget. Non, le PNB. Nous étions à 300 milliards de budget d'investissement. Absolument. Le gouvernement. Absolument. Et ces 300 milliards sont passés à 600 milliards. Absolument. Mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que pour que le taux de croissance s'accroisse, il faut effectivement que l'État, le public, l'État, un investissement public. Merci, d'accord, merci de le reconnaître. Il faut regarder le niveau de la dette extérieure. Le niveau de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a flambé. Or, on ne doit pas s'endetter pour venir payer des salaires ou pour venir faire... Non, si on s'endette pour injecter l'argent de la dette dans des infrastructures structurantes, alors je suis d'accord. Bien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien, Je suis en train de vous expliquer. J'avais juste besoin de cette précision-là. Oui. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'affichage qui est fait à l'extérieur de ce taux de croissance de 9%, que je qualifie de taux de croissance appauvrissant, puisque de toute façon, les Ivoiriens ne se sont pas mieux portés. Bien, c'est oui. ça la réalité. Ouais, on a bien compris. Je suis allé à l'intérieur du pays et le nord où je suis allé, et le nord pour lequel Ouattara dit je vais faire des choses, je suis allé au nord, ils n'ont ni eau, ni électricité, ni école. Mieux, la production. Je vois un petit peu. On peut pas passer de ça la mine. Bien. Mais, monsieur le Président, quand vous dites ça, ça me fait un peu sourire. Moi, j'ai écouté quelques Ivoiriens quand même qui appellent Alassane Dramane Ouattara Madou Goudron. Il a mis le goudron un peu partout en Côte d'Ivoire. Même ses opposants ont des infrastructures qui portent leur nom. HKB, le président Répondant Bétier a une infrastructure qui porte son nom. Vous-même, Guillaume Soro, il y a un petit pont quelque part, comme à montré à Abidjan, qui porte votre nom, Guillaume Soro. Alors, oui, mais on met ça au compte de son bilan, oui. Allez-y. Je vais vous faire beaucoup plus sourire. Vous savez comment on appelle le goudron de M. Ouattara? Non. Le goudron biodégradable. Voilà. Vous voyez. Donc, les grandes gueules. C'est ce qu'on appelle de l'affichage, c'est du saupoudrage. Vous avez le sens de la formule, monsieur le Premier ministre. Même chez Gbagbo, quand même, monsieur Ouattara, monsieur Soro, monsieur le Président, reconnaissez-le, même chez Gbagbo, il a mis le goudron jusque dans le village de son principal opposant. Il a mis quand vous partez dans les villes de l'intérieur du pays, c'est la même chose. C'est une information que vous me donnez. Bien. Ça, je ne l'avais pas. Alors, bien que j'ai fait des recherches pour savoir le nombre de kilomètres de bitume que M. Ouattara a mis en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que les Ivoiriens, le troisième pont dont vous parlez, le pont Henri Konan Bédié, c'est un projet qui existe depuis longtemps, depuis 1997. Et je peux même vous dire, prenez le discours du ministre des Infrastructures, ce projet, c'est nous qui l'avons mis en œuvre. Voilà. Parce que le directeur de cabinet de M. Ouattara voulait, à la place de M. Serré Eiffel, construire un pont flottant. Et d'ailleurs, la première crise que j'ai eue avec lui quand j'étais Premier ministre, c'était à propos de ce troisième pont. Donc, voyez-vous, les choses ne sont pas ce qu'elles ont été présentées à l'extérieur. Les Ivoiriens vivent une situation de fait. Dans le pays, nous avons
du bitume biodégradable, après une pluie, toute la couche, l'asphalte part et la route se trouve dans un bien pire état. Bien. C'est ça la réalité. Guillaume Soro, en direct ce matin. Allez-y. Alors, Monsieur Soro. Oui, bien sûr. Oui, Monsieur Ouattara a certainement réussi certaines choses. Tout le bilan n'est pas totalement négatif. Mais les points sur lesquels je fais une emphase, ce sont les points qui, me semblent, n'ont pas connu un franc succès. Alors, vous avez de l'espoir un jour de retourner au pays et même de diriger la Côte d'Ivoire. Vous avez d'ailleurs cité beaucoup de personnalités, dont notre président ici, M. Alpha Condé. Mais pour l'instant, le combat, vous le menez à l'extérieur. On a récemment vu M. Ouattara en France, qui a rencontré le président français Emmanuel Macron. À votre avis, est-ce que c'était pour essayer un peu de changer la donne? Parce que quelques mois auparavant, il avait décidé qu'il ne se présenterait pas. Et bizarrement, après le décès de Amadou Gon, bien entendu, il est revenu sur sa décision. Est-ce que vous pensez que la donne pourrait changer? Comment pourrez-vous accéder au pouvoir en étant à l'étranger? Attendez-vous, vous aussi, peut-être l'appui de la France? Parce qu'on sait qu'à un moment donné, pour que M. Ouattara accède au pouvoir, il a fallu vraiment, parce qu'il y avait les forces françaises à l'époque en Côte d'Ivoire. Nous avons vu le scénario qui s'est passé jusqu'à l'arrestation du président Gbagbo. Est-ce que vous attendez un appui de ce genre? Quel est votre espoir réellement de rentrer? Parce que le pouvoir, il ne peut pas se gagner pendant que vous êtes à l'étranger. Alors, deux choses. La première, M. Ouattara a rencontré M. Macron et d'après le ouï-dire, nous savons que M. Macron a été cash avec M. Ouattara pour lui dire que la France, et non pas seulement la France, mais certaines puissances n'étaient pas d'accord avec le troisième mandat. Et ensuite, M. Macron lui a dit qu'il fallait ouvrir les élections et pour cela, il fallait que les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Il semble que M. Ouattara n'était pas très heureux avec les formules utilisées. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de sa tournée dans le Morono, il a osé, ce qui m'a semblé curieux, presque pitoyable. Il a déclaré que les décisions ne se prennent pas à Washington ni à Paris. La seule personnalité politique qui ne devrait pas tenir ce discours, c'est bien M. Ouattara, qui pendant longtemps s'est gargarisé d'avoir un network, comment on appelle, d'avoir un carnet d'adresses étendu dans le monde. Ça, c'est la première chose. Madame me demande comment ferais-je pour être président en Côte d'Ivoire alors que je suis à l'extérieur et que par conséquent, est-ce que je souhaiterais l'appui de la France? Vous savez, le seul appui dont j'ai besoin, c'est l'appui du peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'en définitive, c'est le peuple seul ivoirien qui est souverain. Et c'est le peuple seul ivoirien qui me donnera le pouvoir. Maintenant, je suis en exil de façon momentanée. Et je vous ai dit que de toute façon, dans la carrière politique d'un homme, il survient que des fois, il soit en exil et même en prison. Mandela est sorti de la prison pour aller à la présidence. Donc, mon exil n'est que provisoire. Je rentrerai et c'est au peuple de Côte d'Ivoire de réclamer notre présence sur le territoire et c'est au peuple de Côte d'Ivoire de demander qu'il y ait des élections démocratiques, transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire, auxquelles je participerai. Voilà. Je vous signale qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des manifestations en Côte d'Ivoire. Bien. Mais comment vous allez y prendre, justement? Parce que là, vous êtes exclu, à ce que je sache, même si... Oui. Non, je ne suis pas exclu. Vous savez très bien que j'ai déposé mon dossier de candidature. Oui. Celui-ci a été réceptionné par la Commission électorale indépendante, transmis au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel devra donc se prononcer. Mais nous disons que M. Ouattara, ayant contesté le Conseil constitutionnel en 2010, puisque ce Conseil constitutionnel de 2010, présidé par le président Léopold Ndré, avait donné Gbagbo vainqueur, Ouattara a contesté ce Conseil constitutionnel et c'est comme ça qu'il est devenu président. Donc nous disons simplement que le Conseil constitutionnel doit déclarer Ouattara inéligible et
donc valider nos candidatures. Parce que ce serait dommageable pour la Côte d'Ivoire que la seule personne qui ne soit pas autorisée par la loi fondamentale ivoirienne, par la Constitution à être candidat, le soit. Et que ceux que la loi fondamentale autorise ne le soient pas. Nous ne l'accepterons pas. Bien. Allez-y, Tamba, dernière question. Alors, c'est peut-être que vous dites que la décision doit venir du peuple ivoirien et de lui seul, mais Monsieur le Président ne peut pas occulter le rôle de la France dans l'histoire politique récente de votre pays. Depuis les temps de Gbagbo, on a connu quand même la position de la France assez claire sous Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, on a aussi l'impression, à mon avis, ça existe toujours, on a l'impression que la France, pour vous et M. Ouattara, c'est comme cette mère qui est obligée de trancher entre deux de ses garçons sur des questions qui les opposent, Monsieur le Président. Alors, moi, la question de la France, je ne pense pas que ce soit une question essentielle, primordiale, parce que en Côte d'Ivoire, nous avons une liste électorale de plus de 6 millions d'électeurs, c'est eux qui votent. Maintenant, la France prendra acte du vote du peuple de Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, la France peut avoir donc des possibilités de soutenir tel ou tel. Vous rejoignez Ouattara finalement. Vous rejoignez Ouattara finalement qui dit que c'est pas les décisions ne se prennent pas aux États-Unis ni en France. Justement, non, ce que je dis, oui. Je n'ai pas à rejoindre Ouattara, c'est Ouattara qui nous rejoint. C'est Bien. différent. Alors, nous, on a toujours été en Côte d'Ivoire. Ouais. Nous, on a toujours été en Côte d'Ivoire des panafricanistes que nous assumons. Bien. Ouattara qui a été présenté comme le candidat des États-Unis et de la France. Bien. C'est vous-même qui l'avez dit sur ce plateau que Ouattara est l'ami de Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy est intervenu pour imposer Ouattara. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Tout le monde le sait d'ailleurs. Hein. Voilà. Pour le moment, Nicolas Sarkozy n'a rien fait pour Guillaume Soro. Merci. Moi, oui. Je dis simplement que moi, en tant qu'Ivoirien, je compte sur le peuple Ivoirien de Côte d'Ivoire. Très bien. Et je pense que ce sont les Ivoiriens qui doivent décider. Monsieur le Président, je vais en placer peut-être deux. Ouattara, dans son bilan, quand il s'adresse au peuple ivoirien, il note qu'il a quand même pu pacifier complètement la Côte d'Ivoire. Avec les derniers soulèvements au sein de l'armée, on aimerait un peu vous entendre là-dessus. Est-ce que il y a encore des frustrés, est-ce qu'il y a encore des dessus au sein de la Grande Muette du côté de la Côte d'Ivoire? Ça m'amène à vous poser la deuxième question sur deux personnalités quand même de cette armée ivoirienne. Je veux parler d'abord de Ibé, le commandant Ibé qui a trouvé la mort alors que vous étiez encore en parfait amour avec le président Ouattara. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter de tuer le patron du commando invisible Ibé? Ensuite, la deuxième disparition, c'est Ouattao, personnage très très fort, très imposant, qui était aussi très très proche de vous quand on se rappelle un peu du rôle qu'il a joué lors de l'attaque de Bouaké. Et comment vous analysez ces différentes pertes, Monsieur le Président? Alors, vous savez, M. Ouattara a l'habitude de déclarer beaucoup de choses. Il a pacifié la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment interpréter le mot pacifier. Est-ce qu'il l'a pacifié en réduisant, en broyant, en écrasant les Ivoiriens? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que pour moi, l'absence de guerre, la paix, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, pour moi, c'est la tranquillité. La paix, pour moi, c'est le bonheur partagé. Et si on me pose la question sur ça, je dis que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens continuent de souffrir, les Ivoiriens continuent à être pauvres dans leur pays et les Ivoiriens continuent de tirer le diable par la queue. J'ai un ami qui aime cette formule pour dire non, mais le diable n'a plus de queue, c'est le diable qui nous poursuit maintenant. Alors, maintenant, pour revenir sur la question d'Ibé, vous savez, j'ai déjà fait une déclaration là-dessus.
je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses qui sont arrivées à la Côte d'Ivoire. C'est mon sentiment personnel. Le dossier d'IB, je répète, si c'est ça la question, je n'étais pas présent à Abidjan le jour où IB a été tué. Voilà. Et en ce qui concerne le colonel Ouattao, vous savez, j'ai été triste, malheureux de n'avoir pas pu assister aux obsèques de cet homme qui était lié à moi par l'affection, l'amitié et la fraternité. Ouais. J'ai été très, très, très meurtri et je ne veux pas faire plus de commentaires sur Ouattao. Je prie que le Seigneur l'accueille dans le ciel. Bien. Plus de commentaires sur Monsieur Ouattao. Monsieur le Président, j'ai envie de vous entendre. Vous savez tout le mystère qui entoure quand même la mort de ce colonel qui était très proche de vous. Est-ce qu'il a payé parce qu'il est ami et il a assumé son amitié avec Guillaume Soro? Vous savez, j'ai toujours de la pudeur à aborder les questions sur des personnes décédées. Parce que vous savez, vous avez leurs enfants qui sont grands maintenant, vous avez leurs épouses, et par respect pour la famille, je souhaite me fier en tant qu'Africain à Dieu. Bien. Je pense que c'est On la comprend. meilleure façon d'honorer leur mémoire. Évidemment, on vous comprend très bien. Guillaume Soro, en exclusivité ce matin chez les GG. Allez-y, dernière question, Tamba. Alors cette question a un triple embranchement. La Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali. Deux pays d'abord, la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui se ressemblent sur un fait actuel, celui du 3e mandat. Le virus semble avoir touché nos deux présidents, Ouattara et M. Alpha Condé. Comment lisez-vous tout cela? Est-ce que vous comprenez que, par exemple, M. Alpha Condé, que vous avez soutenu, que vous avez défendu par le passé, ait décidé d'aller à ce 3e mandat? Et à côté, le Mali. C'est une actualité qu'on ne peut pas passer sous silence. Est-ce que vous comprenez la posture de la CEDEAO dans le traitement de la crise malienne? Alors, commençons par la Guinée. Bon, évidemment, je ne me poserai pas en donneur de leçons. Il ne me revient pas de commenter dans les détails l'actualité de la Guinée. Je pense que c'est au peuple guinéen de le dire. Mais voyez-vous, le président Alpha Condé, je n'ai plus été en contact avec le président Alpha Condé depuis bien longtemps, depuis d'ailleurs le moment où le président Alassane Ouattara lui a téléphoné pour lui interdire d'avoir un contact avec moi. Je me souviens qu'en 2019, je devais me rendre à Conakry pour, n'est-ce pas, la dédicace d'un livre qui m'était consacré. Et quand l'annonce a été faite de ma venue à Conakry, M. Ouattara est rentré dans une colère sans-il, pas bleu, mais noire, et il a appelé son homologue à qui il a formellement déconseillé, sinon interdit de me recevoir. J'ai été, voyez-vous, un peu malheureux de constater un tel harcèlement, acharnement de mon président, le président Ouattara. Pourtant, quand lui était dans l'opposition, il se faisait recevoir par les chefs d'État de la sous-région sans que cela ne pose un problème à Gbagbo. Vous voyez le niveau de responsabilité et l'appréciation de la fonction présidentielle. Alors, à partir du moment où j'ai senti de l'hésitation à Conakry, je n'ai pas voulu en rajouter à l'embarras du président Alpha Condé. Je me suis personnellement interdit de lui adresser la parole. Maintenant, il a décidé de faire un 3e mandat dans le sillage du président Ouattara. Bon, c'est au peuple guinéen d'apprécier. En tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je suis foncièrement, fondamentalement, résolument contre la violation de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Et je suis contre le 3e mandat du président Ouattara. Et je l'ai fait savoir. Relativement à la situation au Mali, évidemment, nous avons tous assisté aux événements, aux derniers événements et à leur dénouement, puisque le président
IBK a rendu démission, dissolvant du coup les institutions qui étaient là. Et nous sommes dans une situation de transition au Mali. Alors, ce que je souhaite, et je pense c'est la prière de tous les Africains, Ouest-Africains, c'est que il y ait une transition crédible qui ouvre résolument la porte à la démocratie au Mali et que toutes les filles et tous les fils du Mali puissent se retrouver dans le cadre d'un processus de transition, dans la réconciliation pour relancer ce pays qui est cher à la sous-région ouest-africaine. Évidemment, j'ai été personnellement opposé aux sanctions unilatéralement prises par le président Ouattara. Parce que ces sanctions, dans son excès de zèle et de précipitation, il a indiqué des sanctions qui n'ont même pas tenu compte de l'aspect humanitaire qu'il faut dans toute prise de sanctions. Et ça, Ouattara ne s'est pas montré vraiment habile, il ne s'est pas montré sage, parce que ce n'est pas le peuple malien qu'il faut réprimer, ce n'est pas le peuple malien qu'il faut sanctionner, ce n'est pas le peuple malien qu'il faut restreindre, contraindre. Vous voyez ce que je veux dire? Or, ces sanctions n'ont pas tenu compte de l'aspect humanitaire et j'ai été très heureux que le président Macky Sall, qui est pourtant plus jeune que Ouattara, ait compris qu'il faille une modification de ces sanctions qui aille dans le sens d'humaniser la punition qu'on a voulu donner au Mali. Bien. Le président Guillaume Soro, notre invité exceptionnel ce matin chez les GG. Vous ne quittez pas, on revient juste après cette petite rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Guillaume Soro, le grand oral ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Alors, on vous explique un peu les principes de cette rubrique. Monsieur le Président vous posera une question. C'est un jeu de mots. Vous allez répondre oui ou non. Et puis, voilà. Donc, derrière, d'accord. Vous allez avoir. Que par oui ou non? Oui ou non? Que par oui ou non, monsieur. Voilà. La joker aussi. Mais est-ce que j'ai droit à un joker? Oui, évidemment. bien Oui, sûr. vous avez droit à un joker. Évidemment. Non, j'ouvre le bal. Monsieur, non. Roby. Roby, d'abord. Oui ou non, Monsieur le Président, à la suite de tout ce que vous avez raconté, on peut s'attendre à la fin à une alliance Soro-Blé-Gbagbo? Oui. Oui. Oui ou non, monsieur le Premier ministre, en partant si tôt, en vous déclarant si tôt à la course à la présidentielle, est-ce que vous auriez eu par hasard le ventre plus gros que vos intestins ne pouvaient supporter? Non. Oui ou non, M. Soro, on pourrait vous qualifier de la personne qui en sait trop sur M. Ouattara, d'où sa crainte que vous accédiez aujourd'hui au pouvoir parce qu'il n'a aucune assurance qu'il ne sera pas à la place de Laurent Gbagbo après. Oui ou non? Non. Alors, si c'était à refaire l'histoire, avec 3000 morts, selon ce que nous disent les rapports internationaux, ce conflit armé qui a secoué la Côte d'Ivoire, si c'était à refaire aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que vous le feriez, oui ou non? Non. Non. Moussa. Oui ou non, le véritable père de la rébellion, c'est Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Joker. Joker. Alors, oui ou non, toujours sur cette histoire de rébellion, le président Blaise Compaoré en a été un des parrains. Non. Non. Madame Hiro. Oui ou non, après tout ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire, vous comprenez le désarroi, je veux dire, l'amertume de la souffrance de certains Ivoiriens qui ont perdu des fils? Oui. Oui ou non, Monsieur le Président, au-delà du discours politique, au-delà de tout ce qu'il y a comme stratégie dans le milieu politique, il y a un véritable regret chez l'homme. En parlant de l'homme, je parle de vous, de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui? Oui. Oui ou non, en ayant écrit cette lettre ouverte à Monsieur Macron, vous avez été, comme tous les autres, chercher l'absolution ou l'onction
de la France pour essayer d'être président de la République de Côte d'Ivoire? Non et non. Oui Non. ou non, lorsque vous parliez de Sékou Swapé, je parle du Guinéen Sékou Swapé, c'était dans un contexte lié à la rébellion et Sékou Swapé y était pour les mêmes causes. Oui, Oui. je le connais, c'est un ami. D'accord. Alors, Monsieur Non, le Président, c'est pas parce que je n'ai pas demandé si vous le Il a connaissiez. dit oui, Moussa. Alors, il y était pour les mêmes causes, donc Pour la rébellion? La rébellion? Oui, j'ai dit oui, Voilà. Très c'est bien. un ami. Bien. alors, monsieur le Président, toujours avec le recul, si l'on mettait Laurent Gbagbo sur une balance avec Monsieur Ouattara, est-ce que, oui ou non, vous pensez que Laurent Gbagbo, d'un point de vue de l'ouverture de la démocratie, est bien meilleur que Monsieur Ouattara? Oui, Oui. avec le recul, oui. Guillaume Soro, notre invité ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Et à l'international ce matin, évidemment, Guillaume Soro avec nous. On réexplique un petit peu le cadre de cette rubrique. Monsieur le Président, on va vous proposer évidemment des noms, c'est des photos, des jeux de photos. Et vous allez nous dire en 2 mots ce que vous pensez de ces personnalités. Moussa Moïsila. Le jeune Guinéen, journaliste guinéen qui a écrit un livre sur vous, Ibrahim Diallo. Oui. En 2 mots. Le principe de la rubrique, Monsieur le Président, c'est de donner votre avis sur la personne en un mot. Ah, d'accord. Ok. Loyauté et panafricanisme. C'est Loudalen Diallo. Homme politique. Homme politique. Sidia Touré. Homme politique aussi. Allez-y, Ahmed. Ça, c'est connu. Allez-y, Ahmed. Amadou Kourouma, l'écrivain. Ah. Sagesse Et et sagesse intellectuelle. Blé Goudé. Compagnon et patriote. De Gaulle. De Gaulle, courage, rebelle. Le Premier ministre actuel, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire actuel, Ahmed Bakayoko. Oui, c'est très important. Ça vous fait rire, mais... Que pensez-vous de l'homme? Joker. Joker? Joker, il a Pas- écrit son Joker. Bon. Pascal Oui, Afinguessa. Pascal, je trouve que il a souffert. De ténacité. Patrice D'accord. Lumumba. Ah. Beaucoup de respect. Et voilà, panafricaniste par excellence. Bien. Très bien. Le président guinéen Alpha Condé. Je n'ai pas envie de dire ça. Non, dites-le, Ah, dites-le, s'il vous plaît. Il nous écoute en ce moment, hein, Alpha. Attention. c'est un grand frère, c'est un grand frère. Ah voilà, mais c'est l'ami qui a tout gagné. C'est l'Amine. Vous n'auriez pas dû dire qu'il nous écoute. Vous n'auriez pas dû dire ça, quand même. Alors, dernier... Ah, Non, oui. non, j'ai quand même été un peu dessus. Déception quand même. Ouais. Alors Dessus. l'autre chez vous, le président Ouattara, malgré toute la littérature qu'on a eue de vous sur l'homme, en 2 mots. Qu'est-ce que vous Oui, pensez? non. Ouattara,
je pense qu'il a eu un destin. Et je dirais destin qu'on trouvait. Ah oui. D'accord. Le ministre guinéen Tibou Camara? Malin. Malin. Monsieur le ministre, vous avez parlé de nègrerie. Non. Malin et Persévérant. Persévérant. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de nègrerie tout à l'heure. On va en faire 3. Oui. Césaire, Houphouët-Boigny et Senghor. Oui. Je dois faire un ou qu'est-ce que je dois faire? Non, vous avez parlé de nègrerie. Le principe, c'est de dire ce que vous pensez de ces gens-là. Donc Césaire, Senghor, okay. Senghor et Houphouët-Boigny, qui sont les pères de la négritude. Oui. Césaire, donc, ah oui, ça, une sommité. Et homme de lettres, je dirais. Bien. Senghor, homme politique. Et homme de lettres aussi. Bien. Nicolas Sarkozy. Ouais. Houphouët-Boigny. Allez-y. Houphouët-Boigny, homme politique et je dirais le paysan africain par excellence. On a un autre ici, puisque vous parliez de goudron biodégradable, qui vous semblerait, vous le connaissez, c'est notre ministre des Travaux publics, Naïté. Ah, je vois pas. Bon. Naïté. Moustapha Naïté, le ministre des Travaux publics guinéen. Ah. Vous connaissez? Ah, d'accord. Oui, je le connais. Voilà. Ça m'aurait étonné. Lui, lui, je dirais gentillesse et abnégation. le président de l'UFR, l'opposant guinéen, donc Sidia Touré. Oui, je dirais lui aussi bonté et persévérance, parce qu'il a une persévérance, elle est persévérante. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président Guillaume Soro, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Si vous avez un message évidemment aux Ivoiriens qui nous écoutent en ce moment, aux Guinéens, parce que vous êtes très suivis ici en Guinée. Je le rappelle qu'on nous regarde à la télévision du côté de la primature en Côte d'Ivoire. Si vous avez un message évidemment, c'est maintenant ou jamais. Allez-y. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour les questions sans complaisance. J'ai même dit que vous m'avez mitraillé, particulièrement, vous vous êtes préparé pour me tenir à jour. En ce qui concerne les Ivoiriens, je voudrais leur dire que je suis dans un processus de candidature qui me permet de faire une offre politique aux Ivoiriens. Je veux faire la politique autrement. Je veux, par la réconciliation, bâtir un état de droit et la démocratie dans notre pays. Je suis conscient que cela va demander un réarmement moral et mental des Ivoiriens. Et je suis votre partenaire pour le réussir. Et c'est pourquoi j'ai voulu introduire ce processus d'abord par un acte de contrition, par l'acte du pardon. Avec le pardon, nous pouvons surmonter les déchirures, les blessures que nous avons vécues dans notre pays. C'est pourquoi je veux profiter de votre micro encore pour demander aux Ivoiriens pardon. On ne peut gouverner sans nuire. On ne peut traverser et avoir cette carrière politique sans avoir fait souffrir des Ivoiriens. Je vous demande sincèrement pardon. Sachez que mon cœur, il est ouvert et je suis aussi dans la disposition de pardonner à ceux qui auraient l'humilité de solliciter le pardon. Je pense que chaque temps a une chose. Il y a eu le temps de la guerre, aujourd'hui c'est le temps de la réconciliation et du pardon. Et
dans mon programme, mon projet de société que j'ai rédigé et que je publierai pour les causes de la campagne électorale et qui est intitulé La Côte d'Ivoire réunie, j'aurai l'occasion de vous dire mes priorités. Et l'une des priorités sur laquelle je compte pour rallier à ma cause les Ivoiriens, c'est l'éducation. Parce que je veux investir dans l'humain. Parce que je veux réduire les inégalités sociales par l'éducation. Et je vous le démontrerai comment le réussir. Comment réussir cette gouvernance. Voici le message que je voulais lancer à mes compatriotes. J'aurai l'occasion de mener campagne. Quant au peuple guinéen, au grand peuple guinéen que nous avons respecté depuis 1958, avec cette rupture qui a été opérée, avec l'indépendance dont nous avons été fiers quand nous étions élèves, étudiants, je voudrais dire au grand peuple guinéen de trouver en lui-même les ressources nécessaires donc pour son bonheur, son bien-être. Ce que je souhaite à la Guinée, c'est la paix, la tranquillité, le bonheur partagé. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Guillaume Soro, le grand oral ce matin. Ce dernier message que nous recevons à l'instant T, c'est de Maman Africa, Aïcha Kone qui nous écrit. Je suis votre émission, vous, avec le président Soro, transmets le message. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président. Voilà, on a terminé ce matin. Merci à vous tous à l'international. Grand merci à toute l'équipe, évidemment, rédactionnelle, à notre ami Tambaza Karim Limono qui a préparé cette émission avec toute l'équipe. Jacques Lewalino, Ibrahim Diallo. Merci à toute l'équipe, à Kabine Kondé à la réalisation, Mohamed Diaby ici à la radio, à Midia Osso, à toute l'équipe du côté de la régie, Lamine Sidibé, Nala Sidibé. Dans un instant sur Radio Espace, les infos avec la rédaction suivie de l'émission de Sega Diallo et sur Espace TV, le 20h avec l'équipe de Moussa Moïsi là. Demain, on se retrouve pour un autre numéro pour le compte de cette émission Les GG. Sinon, ce soir dès 19h pour On se lâche. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Au revoir.